Cette saison, beaucoup de choses ont changé pour le sport et aussi pour moi. D'abord, j'ai un nouveau statut. Après ma progression fulgurante la saison dernière et ma demi-finale au Canada, je suis rentré dans la cour des grands. Ensuite, il y a ce documentaire qu'on a décidé de monter avec Kevin pour développer le ice cross, mais qui me rajoute une charge extra-sportive. Puis je crains d'être jugé sur mes résultats. À côté de ça, je viens à peine de boucler mon budget financier pour la saison. Ça fait quand même beaucoup, et seulement 3 semaines après ma blessure, je vous avoue que je commence cette saison bien fatigué mentalement. Je suis complètement cuit, et d'ailleurs, ça s'est ressenti. Mais c'est la première course de la saison, ça fait 8 mois qu'on se prépare pour ça, alors je vais profiter un max du moment présent. Bienvenue à Val Thorens. Pendant les 3 prochains jours, plus de 80 riders du monde entier seront réunis ici, représentant une vingtaine de pays, à seulement 1 heure de chez moi. Il y a des riders expérimentés qui pratiquent le sport depuis plus de 15 ans, et il y a aussi des novices. Quoi qu'il en soit, le début de saison, c'est toujours un moment assez excitant. On retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et on a hâte de voir comment l'entraînement hors saison va payer. Avant chaque course, les organisateurs nous réunissent lors d'un briefing pour expliquer comment va se dérouler le week-end. Et vous l'aurez compris, la première course de la saison aura lieu à Val Thorens. And it's a really good pleasure to welcome you at Val Thorens. And you're going to see, I think it's a good sport for our customers and it's a good sport for our resort. Val Thorens, c'est une destination idéale pour le ice cross, pour démontrer que notre sport est un sport hybride qui peut se pratiquer à la fois en milieu urbain et en montagne. Ce qu'on espère tous, en tout cas, c'est que cet accord pourra perdurer parce que notre sport en a grandement besoin. C'est Red Bull qui a créé le ice cross au début des années 2000 et qui l'a porté financièrement et médiatiquement jusqu'en 2019. Pendant plus de 20 ans, le ice cross a été ultra médiatisé avec des courses organisées partout dans le monde. Plus de 15 courses par saison. Et depuis le retrait de la marque il y a 6 ans, le sport se structure petit à petit pour se donner les chances de devenir olympique. En 2019, l'ATSX, la Fédération internationale, a été fondée. Elle organise un circuit de championnat du monde chaque année en collaboration avec les fédérations nationales qui sont, elles, indépendantes. Le problème, c'est qu'avec peu de moyens financiers et des visions différentes sur le développement du sport, l'ATSX a du mal à solidariser toutes les fédérations nationales. La Russie, les États-Unis et la Finlande ne sont plus fédérés. Du coup, c'est tout notre sport qui se retrouve déstabilisé. Cette année, il y a 6 courses en tout, mais seulement 2 sont organisées en collaboration avec l'ATSX. Et ça, contrairement à ce que nous montre Linus, c'est pas super du tout. Cette instabilité, elle est aussi dure à gérer pour nous les riders. On doit se focaliser sur la course, mais si on veut que notre sport se développe, notre engagement doit aussi se porter en dehors de la glace, comme le documentaire qu'on vous montre aujourd'hui. Ça pousse aussi certains riders en activité à occuper des postes clés dans leur fédération, malgré le risque d'épuisement et de collusion. Kyle, par exemple, est un rider, mais il est aussi président de la fédé américaine et organisateur de courses. Le point positif dans tout ça, c'est que le sport attire toujours autant. Chaque année, le nombre de licenciés augmente et le sport est de plus en plus compétitif. Oui. Ouais, franchement, je pense que ça va être cool, ça donne envie. Franchement, ça donne envie. On a tous hâte d'être sur la piste et de tester tout à l'heure aux entraînements. Ça va être génial. Je me laisse fly, mais je tourne autour du soleil. J'ai pas brûlé les ailes, juste un petit peu les oreilles. C'est tout des rails, que personne ne me réveille. Les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Je me laisse fly, mais je tourne autour du soleil. J'ai pas brûlé les ailes, juste un petit peu les oreilles. Au début de chaque semaine de course, je vais jeter un œil à la piste pour l'avoir bien en tête. Ça me permet de comprendre les trajectoires optimales, comprendre l'état de la glace et aussi tous les endroits stratégiques où par exemple je vais pouvoir doubler. C'est un moment important parce que je dois être détendu tout en restant concentré et alerte pour pouvoir prendre mes marques. C'est pas forcément le plus rapide en niveau chronométrique qui va arriver à gagner la course. Et donc du coup, il y a tout un aspect contact, stratégie, repérage du circuit, de la piste et ainsi de suite, qui est déterminant. Ce qui va se passer, c'est que ça va me déporter ici, mais c'est pas grave, puisqu'après,
tu vois là c'est quand même... En fait il faut prendre en compte que les conditions de glace elles vont être péraves. On voit à gauche là à l'intérieur du virage il n'y a quasiment pas de glace. Pour l'instant là ce que j'ai vu, là je vois qu'ils bâchent, donc ça veut dire qu'en dessous ils ont peur que ça fonde quoi. Donc on va voir, mais ça c'est pas en mon contrôle. Vous l'avez sûrement compris, mais un des aléas de ce sport, c'est les climats et les conditions de glace. D'un point de vue général, dans le ice cross, c'est souvent grâce au travail acharné des bénévoles nuit et jour qu'on arrive à avoir des conditions de glace acceptables en Europe. La glace, elle peut se former que la nuit, quand il n'y a pas de soleil et quand les températures sont négatives. C'est à ce moment-là qu'on arrose la neige pour la transformer en glace et faire en sorte que cette glace soit la plus épaisse possible. Et du coup, sous l'effet du froid, l'eau gèle en quasiment quelques minutes. Et c'est cet arrosage continu que les bénévoles vont devoir répéter jusqu'au lever du jour. Et ensuite, pour la protéger des rayons du soleil, la piste est recouverte par des bâches pour qu'elle ne fonde pas. Ce process, il est vraiment particulier à l'Europe parce qu'il fait beaucoup plus chaud et surtout aux pistes exposées au soleil. Du coup, d'avoir une glace assez épaisse et sans trous, c'est une énorme prouesse qu'ont réussi à accomplir les bénévoles de Val Thorens et surtout sans aucun système de refroidissement. À quelques heures des essais libres, je vais me dégourdir les jambes pour prendre des sensations et m'assurer que mon genou aille bien. C'est le cas, alors je décide de bien relancer la machine car pendant les 3 prochains jours, mon corps va être sollicité de manière intense et ça commence ce soir. Les organisateurs nous ont construit une piste de 330 mètres de long en plein milieu de la station, sans difficulté majeure mais assez complète techniquement et surtout designée pour le spectacle. On va partir du toit d'un immeuble à 20 mètres de haut, il y a quelques virages serrés, des changements de pente et un tracé à la place de la rue piétonne de Valto. C'est exceptionnel, la piste a été designée pour ravir les touristes. Le week-end de course commence toujours par les essais libres. Pas de classement ici. L'idée, c'est juste de se familiariser avec la piste avant les qualifs et avant la course à 4. À cause des conditions de glace, on n'a le droit qu'à 2 descentes chacun. C'est comme ça, et on va faire de notre mieux avec les moyens du bord. Et à l'approche de l'appel du directeur de course, la pression commence à monter un max. I really like the start. The start's gonna be fast, nice jump. It's gonna be a race to the first turn. And then, there's definitely gonna be some passing opportunities. I think there's gonna be some carnage. Some people fell during their runs, so that kind of gives an indication that there's some tricky parts that you gotta watch out for. La piste est assez simple, très bien faite par contre, très bien shapée. On n'a pas besoin de, il n'y a pas d'angle bizarre ou quoi. Tout est hyper smooth, tout est hyper simple. C'est pas tous les jours qu'on peut faire un truc pareil et puis le plus important c'est le plaisir. Puis ça m'a vraiment plu faire ce crash race. Je vais me mettre à l'aise parce que en fait on saute dans le vide là. Oui, je connaissais pas la pente donc, et ça va, je me suis mis à l'aise. Demain je refais exactement ce que j'ai fait au premier run et au deuxième run j'envoie la peur. Qu'est-ce que tu penses du deuxième virage? Le
Le deuxième virage. T'as un premier virage à gauche, le deuxième est à droite, très serré. Voilà, faut relancer. Dans le deuxième virage, faut relancer. C'est 3, à 4. Ouais, ah bah 4, Non, on verra bien. Bon, c'est le moment pour moi d'aller me reposer. good, let's go. Un câlin, Thank you. Nice to see you again. Kevin, Vincent. Yes, we know him. Pour l'accompagnement, je suis à ses côtés depuis le début, bien sûr, et il s'est dit, allez, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'arrête. Là, je vais me réaliser, je ne devrai ces résultats qu'à moi-même. Et donc, c'est tout à fait le personnage d'Antonin, ce qu'il est devenu en tous les cas, qui n'était pas forcément plus jeune, où il avait tendance à se normaliser avec les gens qui l'entouraient. Il a fallu du temps, l'âge adulte peut-être, venant, pour se singulariser. Et pour montrer ses singularités au contraire, et ne pas en rougir. Sans Anto, je serais jamais venue à Valto déjà de 1. Je ne connaîtrais même pas le ice cross. Je connais le ice cross depuis quelques mois seulement. C'est un sport de fou. J'adore, en fait j'ai envie d'essayer, mais je sais pas patiner. Donc c'est un peu une problématique. Mais un jour, pourquoi pas? Je trouve ça dingue. Je pense qu'on a vraiment hâte parce qu'on n'a pas vu, on a vu 2-3 de ses entraînements, mais voilà, là franchement ça va être... Comment j'ai découvert le ice cross? On était ensemble avec Lali et Antonin. Et il nous a présenté, on s'est mis le projecteur chez Lali, et il nous a montré 2-3 vidéos YouTube de ice cross, des choses plus anciennes, avec Red Bull et tout. Des trucs qui sont passés plus récemment, je sais plus si c'était l'année dernière ou quoi, Canada, Québec, machin, je sais rien. Et en fait on était à fond quoi, et c'est là qu'il nous a dit qu'il y avait le truc à Valto, on a dit bah vas-y on vient. Mais j'ai dit ça pour rigoler moi à la base, et puis là on est à Valto. Donc hier soir. Hier soir, donc remets le contexte un peu, remets le contexte. Oh non, on peut pas tout dire. C'était à 20h? Non. À 21h30, je suis arrivée chez toi. Ouais, c'est vrai. 21h30, sachant que le lendemain, on partait à 5h du mat pour venir à Valto, on s'est dit, allez, c'est le moment de faire notre petite décoration. C'est ça. La petite team. On a nos petites cloches aussi pour faire du bruit, ouais, le petit drapeau d'Espagne. Oula, je suis en train de tout casser, attention. Et là, tu vois, est-ce qu'on est pas bien là? On y est. C'est la première épreuve de la saison, les qualifications individuelles de la toute première course. Chaque rider descend seul en contre-la-montre. Je suis pile au milieu, je crois. T'es là et moi je suis... L'ordre de passage est déterminé en fonction du classement mondial et le numéro 1 passe en dernier. On a 2 passages chacun. Une fois tous les riders passés, un classement provisoire est défini en fonction des temps de chacun et c'est les 64 premiers riders qui sont sélectionnés pour les courses à 4 du lendemain. Tous les autres sont éliminés. Du coup, ce qui m'importe, c'est de me familiariser avec la piste en étant dans les 64 premiers. Ce que je veux, c'est pouvoir dompter cette piste au maximum avant les courses à 4. Cette épreuve est très délicate pour moi parce que c'est un moment où je me retrouve face à moi-même. Quand on est dans le portique de départ, c'est un moment très spécial. Il n'y a aucune échappatoire, c'est un moment hors du temps où tout s'arrête et où on ne fait qu'un avec soi-même. Ici, impossible de mentir. Bon, après mes 2 runs de qualif, je suis ultra déçu. Les sensations sont pas là, j'ai pas réussi à m'exprimer et à lâcher les chevaux, mon mental pêche, me coupe les jambes, j'aurais pu faire beaucoup mieux et je me sens vraiment pas à l'aise sur la piste. Avec un chrono de 30,93, je pense que je suis en milieu de tableau. Par contre, celui qui est vraiment impressionnant, c'est Rob Whirling. Il prend le meilleur chrono en mettant plus d'1 seconde au deuxième. Ce mec-là, il est vraiment au-dessus du lot et ça va être très très difficile de le battre. Pretty happy with how things went. Ice was good, lots of people out. It was a perfect night for it. Après cette journée, je suis cuit et très déçu, mais j'essaie de profiter un max du moment présent avec mon équipe parce que demain, tous les compteurs sont remis à zéro.
En fait, je me suis concentré sur le premier virage. Le premier virage, la trajectoire, je l'ai fait parfaitement. En fait, j'ai tiré tout droit. Et c'est ça qui m'a fait gagner du temps. Parce qu'en fait, au début, je pousse pas, quoi. Même j'ai failli tomber tout au début. Tu sais, j'étais un peu en déséquilibre, tu vois. Mais ça allait. T'étais quand même gainé, tu vois. Et après, par contre, sur la fin, j'ai tout lâché. La dernière ligne droite, je pense que j'ai gagné du temps par rapport aux autres. Je pense que je vais être dans les peut-être 25, un truc comme ça. Et je te dis, les tableaux, c'est le premier qui va être avec le 64e, le 32e, le 33e, le deuxième avec le 63e, etc., etc. Donc je pense que j'aurai le deuxième choix, moi. Ouais, on verra demain, de toute façon. Ouais. Très bien. Il nous attend, les filles. Je sais pas trop. C'est là ? Ouais. Le départ. Le départ, c'est le passage clé. Après, il y a la place pour une seule personne, en fait. Il n'y a pas la place pour deux. Donc, du coup, Là, hier, le Rob, là, il a pris méga. la course a lieu ce soir, et normalement, je devrais être dans ma bulle, concentré à fond. Mais comme mes proches sont là et on fait le déplacement, j'ai envie et je me sens presque obligé de profiter de quelques moments avec eux. Du coup, je mets un peu ma concentration de côté, et forcément, ça impacte la préparation de ma course. On a fait du ski, on a dû retourner chercher nos... parce que vous n'avez pas de chaussures. Je me déconcentre très très vite. Genre, j'ai un pouvoir de déconcentration qui est très grand. Et encore plus avec les gens que j'aime. Et je pense que ça doit être aussi difficile pour les gens que j'aime, parce que du coup, vu que je suis très exigeant avec moi-même, j'ai pas forcément envie de vous envoyer chier ou de vous dire bah là je peux pas faire ça, là je dois me concentrer sur moi, là j'ai pas envie de faire ça, mais je me l'impose en fait, parce que je sais que sinon si je me l'impose pas, ben je vais me déconcentrer et je vais plus me focaliser sur l'objectif. Ça y est, on a les poules, et dans la mienne, il y a le champion du monde de l'an dernier, Rob Whirling. Well, Robin beat us pretty bad yesterday in the time trial, so I guess he will be the favorite today. Je suis ultra content, je vois ça comme une chance parce que je vais enfin pouvoir me mesurer à lui. Le gars a 32 courses de ice cross dans les jambes et moi seulement 10. L'autre concurrent est français et a commencé le ice cross en 2016 et moi en 2022. Pas de quatrième rider dans notre pool parce qu'il a dû déclarer forfait sur blessure. Qui était quatrième des derniers mondiaux. Je suis clairement le petit poucet de ces 16e de finale, mais j'ai déjà créé la surprise l'an dernier, alors je me focalise sur le départ. Il faut que je jaillisse vite et que je mange Rob Whirling. Dans les courses à 4, pour atteindre le tour suivant, il faut impérativement finir dans les 2 premiers, sinon c'est l'élimination. J'ai à peu près le même temps de réaction que Rob Whirling et du coup, j'arrive à me caler derrière son sillon. Petit à petit, je commence à distancer le français, mais Rob part très très loin. Et là, en arrivant dans le drop-down, je perds un peu de vitesse. Deuxième erreur technique, je prends un peu large, et là j'essaie de couper la trajectoire du français, mais bam, on se rentre dedans. C'est les 2 premiers de chaque course qui se qualifient pour le tour d'après. Donc là, je viens de me faire éliminer en 16e de finale.
Il dit que je lui mets un coup d'épaule. Là, la vidéo. C'est ultra décevant. D'abord, je finis 3e de ma poule, mais en plus, l'arbitre a estimé que j'ai percuté l'adversaire intentionnellement et m'a disqualifié. Alors que moi, je pense que je protégeais juste ma ligne et que le Français s'est appuyé sur moi en se relevant. Je l'ai mis sur le rabat d'ici. Une course comme Val Thorens, c'est une course qui pour lui nécessite du temps, c'est des sacrifices, c'est des efforts humains, personnels, financiers. Et donc il y a du stress, il y a de l'enjeu, c'est normal. Et quand il est éliminé, ma réaction, j'en ai deux. La première, c'est je me dis en fait c'est pas lui. Parce que il est résigné tout de suite. C'est comme ça, on regarde le spectacle maintenant. Mais la deuxième partie, c'est moi, où en fait j'ai l'impression que j'étais plus, c'était même pas déçu, mais dans un premier temps énervé que lui en fait. Perso, j'aurais été beaucoup plus énervé que ça, mais c'est perso. Pour l'instant, il le prend comme ça et puis on va voir. Bien sûr qu'après, il peut y avoir la déception, il y a le recul, il y a la prise de recul, il y a tout ça. Mais à chaud, ça fait 3-4 minutes que tu es éliminé. En fait, t'es juste énervé, quoi. Et je ne l'ai pas du tout vu comme ça. Et c'est ce qui m'a fait dire, je vais laisser passer tranquillement le temps nécessaire pour qu'il réfléchisse, qu'on prenne du recul. Je sais qu'il y a eu un accrochage avec l'autre Français. Je ne sais pas ce qu'on pense Antonin, mais il semble qu'il admette cette chute comme... il fera mieux la prochaine fois. J'attends de le voir pour qu'il m'explique ce qui s'est passé. En y réfléchissant, la règle indique que le contact est autorisé de manière non intentionnelle. Alors c'est sûr qu'il y a une ambiguïté dans la règle. Le Français m'a retenu en se relevant, ça j'en suis certain. Mais peu importe. Tout ça s'est passé et en dehors de mon contrôle. Ce qui est sûr, c'est que si j'avais eu 3 mètres d'avance, j'aurais pas laissé la possibilité à l'arbitre de choisir pour moi. Il y avait tout un contexte général où moi j'étais là, où il y avait son environnement proche avec sa famille, où c'était à la maison. Et je pense qu'il y a eu toute une gestion émotionnelle d'avoir envie de bien faire. Et surtout, il était presque heureux d'être là, d'être présent sur l'événement. Mais il en a oublié pour moi d'avoir cet aspect combattant, compétitif et d'être centré sur lui et de s'occuper de ce qu'il était en train de faire. Ouais, c'est la première de l'année. Ce qui me fait chier, c'est que je vais avoir un classement de merde. Là, je suis même pas arrivé dernier en fait. Je suis disqualifié. Mais pourquoi t'es disqualifié? Parce que j'ai fait un geste qu'il fallait pas faire, quoi. Enfin, soi-disant. Hein? Ce week-end est terminé et c'est un échec. Mais bon, j'engrange de l'expérience face au numéro 1 mondial, je viens de plus en plus à l'aise avec Kevin et sa caméra qui me suit partout, et je décide de changer d'état d'esprit. J'ai décidé de partir m'entraîner en Autriche pendant 2 semaines, tout seul, pour revenir le couteau entre les dents. Là, on est en train de retirer des bâches. Une nouvelle expérience. Surtout que la piste en Autriche est un chef-d'œuvre en plein milieu de la forêt où on peut atteindre des vitesses à 70 km/h. On dit que celui qui gagne la course, c'est celui qui a le moins peur de mourir.